Bande de tentacules. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de sympa. Sympa. Le lapsus. Sympa Inca, oui, c'est Sympa aussi ça. Inca. L'Inca sympa. Sapa Inca. Avec le sympathique Nurtor. Et mes fenêtres Bonsoir. clignotent dans tous les sens. Pardon. Voilà. J'ai tout bien. Pas de souci. Eh ben, écoute, merci à toi. Et puis, j'espère pouvoir apporter quelques éclairages et quelques infos sur le sympathique Sapa Inca, effectivement. Et du coup, c'est pareil. Enfin, il y a une actu actuellement. Donc, pour tous ceux qui sont pas au courant, je te laisse faire ta promo. Parce que c'est un Oui, peu si tu veux. le. Alors, effectivement, Sapa Inca, on est en cours de financement participatif sur Game on Tabletop. Et c'est jusqu'à mardi minuit, mardi 5 minuit. Voilà, voilà, voilà. Ok, et pour tous les inquiets, de toute façon, vous avez déjà atteint le palier de publication, donc voilà. Exactement, oui, on doit être au quatrième ou cinquième palier. On vient de passer encore un palier ce matin et on est dans les 23 000 euros. On aimerait bien aller le plus loin possible, bien sûr. Et... D'ailleurs, on dit on parce qu'on le sait, mais quel est donc ton éditeur? Question que je ne sais Donc, pas du tout. sympa un cas, effectivement, c'est Odonata Édition avec Florent Moragas, le patron. Hein. C'est lui qui a accepté de développer ce projet. Et au niveau du on va continuer, puisqu'en fait, on est trois auteurs. C'est Éric Dubourg qui est à l'origine du projet. Hein. Lui, il a fait des recherches encyclopédiques. Ça doit faire bien 2 ans passés, si c'est pas 3, qui cogite un peu sur le jeu. Et je suis venu l'année dernière en complément pour renforcer un peu l'équipe et donner un coup de main à Éric Dubourg. Au départ, Éric devait faire équipe avec Laurent Zodiac initialement, mais Laurent Zodiac avait pas mal de boulot, était un peu surchargé, et donc il avait décliné, même s'il avait commencé à travailler dessus. Entre autres, par exemple, les idées de jouer un Amachak, c'est une idée de Laurent. C'est lui qui avait eu cette idée-là, hein, de jouer un messager de l'Inca, hein, un corps d'élite un peu spécial. On rentrera tout à l'heure dans le détail. Et en fait, il a décliné, donc moi j'ai été un peu pour le remplacer. Et au final, Laurent nous a rejoints malgré tout, et c'est d'ailleurs lui qui a fait le maître du jeu sur l'actual play qui est passé chez Rollis TV. Donc on est 3 auteurs sur cette première version de Sapinca. Et Voilà. donc, je veux dire, le péché originel, c'est Éric Dubourg. C'est Éric Dubourg, oui. Éric Dubourg, je pense, parce que très passionné des mystérieuses cités d'or, tu sais, avec Esteban, Zia et Tao, on va pas faire la petite chanson, mais je pense qu'un grand fan, voilà, exactement, un grand fan des années 80, et très curieux lui-même déjà de cette culture. Il a été plusieurs fois au Pérou, et il a été à Machu Picchu, il était très impressionné. Et donc, il a eu cette idée-là. Au départ, le développement du jeu était un peu différent, parce qu'il pouvait faire un truc plus, effectivement, un peu Cthulhu fantastique, on va dire. Et on y a mis un petit peu plus, un peu plus d'épique, on va dire, mais on est resté un peu sur cette idée de faire plutôt de l'enquête, plutôt que d'un dungeon-like, on va dire, au niveau de l'idée de la trame. Voilà. Parce que là, du coup, tu arrives tout de suite sur le côté un peu épique, puis tu n'as pas dit le côté un peu historique aussi qu'il y a. Oui, Mais avant qu'on rentre dans tant qu'on commence à sortir le microscope, ouais. rien que le thème, une fois qu'on a fait les cités d'or, From Tusk till Dawn, avec mon super accent, et quand même de très loin, c'est pas une mythologie qu'on convoque souvent dans nos imaginaires et encore moins à nos tables de jeu. Exactement, c'est du coup. Alors en plus, moi, perso, je suis né en Argentine, donc j'ai un peu une culture latine, on va dire, et d'Amérique latine très forte. J'ai eu la chance d'amener des amis au Pérou et d'organiser moi-même des voyages. Donc j'ai été 2 fois à Machu Picchu et une troisième fois en famille. Donc c'est un coin entre guillemets que je connais bien et qui du coup, ouais, on y est un peu à cœur avec ces tripes. Donc, et c'est vrai que d'un point de vue rôliste, si tu veux, c'est un monde qui est très riche et qui est peu connu, du moins en Europe, et que je trouvais très intéressant de mettre en avant, parce que malgré que ça soit peu connu en Europe, en France en particulier, l'effet Cité d'Or pour nos générations à nous est quand même relativement fort. Et le petit documentaire de 5 minutes, je ne sais pas si tu te souviens, qu'il y avait toujours à la fin un petit documentaire historique
a permis aussi de diffuser un petit peu de cette culture et cette connaissance. Et c'est quelque chose qu'on a voulu à tout prix mettre en avant, ce côté historique. Alors pour s'affranchir, alors comme c'est une civilisation qui n'a pas d'écrit, pour s'affranchir aussi des puristes, puisqu'il y a beaucoup d'interprétations et beaucoup de discussions encore aujourd'hui sur cette culture inca, où il n'y avait pas d'écrit, à part des quipus qui servaient principalement pour faire de la comptabilité, cette petite cordelette avec les nœuds. On a préféré tourner ça dans un mode d'une uchronie. On a un peu tordu le cou à l'histoire, même si on reste le plus proche possible de l'histoire et de la culture. Alors du coup, ça fait deux trucs en parallèle. On a le côté historique, le côté uchronie. Je le taxe d'historique, d'une racine historique, parce que par exemple, dans les exemples de scénar que vous faites, vous partez, pour l'instant, de tout ce que j'ai vu, toujours d'un événement historique oui. qui a été réel. Après, oui, c'est sûr, c'est fantastique, parce que par exemple, la magie existe. Exactement. Donc on a mis du fantastique. C'est pour ça que je dis que le fait de lui coller une uchronie sur un contexte... En fait, on a pris un contexte historique, puisqu'on est en 1535, pour faire un peu le pitch. 1535, Francisco Pizarro vient de débarquer depuis quelques années maintenant, mais il n'a pas réussi à faire la conquête qu'il souhaitait. Les Espagnols se sont pris une grosse déverrouillée, et malgré leur technologie avancée avec les armes à feu, les fameux bateaux tonnerres qui faisaient peur aux Indiens et l'acier, ils ont été arrêtés. Mais l'Inca, le Sapa Inca, donc l'Inca suprême, le chef des Incas, n'a pas réussi à les repousser jusque dans la mer. Ils ont été simplement arrêtés. Donc il y a deux grandes enclaves, si tu veux, qui sont au Pérou. Une au nord, aux côtés de Cajamarca, et une plus au sud, à Arequipa. Et ils ont signé un traité de paix avec Ninan Kujochi, le Sapa Inca actuel, avec Pizarro. Voilà, donc ça c'est l'Uchronie, c'est la porte de départ, si tu veux, c'est le contexte qu'on te donne pour commencer à jouer. Et je soulignerai que du coup, vous ne posez pas un contexte de guerre ouverte. Non, on a trouvé que c'était intéressant d'avoir une situation on va dire, une fausse paix, ou comment dire, un État qui soit relativement stable, malgré qu'il y ait une concurrence des deux côtés, tant d'un point de vue commercial que militaire, pour essayer de se développer. Ça, c'était vraiment une volonté de ne pas faire quelque chose d'instable ni d'un côté ni de l'autre, parce qu'on trouvait que ça nous permettait de développer d'autres thèmes aussi de jeu, comme de potentielles rébellions de peuples dominés par les Incas, qui font partie de l'empire, du Tawantinsuyu, mais qui sont en fait plus d'une centaine de petites peuplades différentes qui ont été agglomérées et incorporées à l'empire Inca. Donc certains peuples profitent de l'arrivée des Espagnols pour commencer à fomenter des rébellions. Ça, c'est une des façons. Tu as des peuples aussi qui sont limitrophes, que l'Inca n'a jamais réussi à incorporer, comme par exemple les peuples d'Amazonie, qui sont considérés par les Incas comme des barbares, d'après les écrits qu'on a retrouvés 50 ou 80 ans après, racontés par les Espagnols, d'un point de vue historique. Et que donc ces peuples-là aussi, soit dans un cas, peuvent être ralliés soit aux Espagnols, soit aux Incas. Il y a toutes ces différentes richesses qui permettaient de donner différentes possibilités, d'enrichir les possibilités de jeu. Et à ça, on a en plus rajouté, comme s'il en fallait encore un peu, un côté effectivement fantastique, puisqu'on va retrouver de la magie, puisque tous les habitants en fait, de l'Amérique du Sud sont potentiellement magiciens, entre guillemets, en fait sensibles à la magie inca ou autre, ça peut pas simplement des Incas, puisque tous les peuples, chaque peuple, en fait, ils sont polythéistes. Donc, tous les peuples, même ceux qui ont été intégrés à l'Empire Inca, au Tawantinsuyu, la seule chose que demandait l'Inca, c'était de dire, vous gardez bien vos dieux, il n'y a pas de souci. Maintenant, simplement, votre dieu numéro 1 et le principal, ça sera Inti, le dieu soleil. Mais vous gardez bien les vôtres. Donc, si tu veux, ça donne aussi une richesse encore supplémentaire, où effectivement, tous ces dieux donnent certains pouvoirs aux habitants, et en particulier, bien sûr, aux personnages joueurs avec les Amachaks. Donc, du coup, on fait le point.
c'est pas du tout les Incas versus les Espagnols se foutent dessus en Amérique latine. On est en fait dans les Espagnols sont à la marge, bloqués vers les mers, enfin vers l'océan. C'est ça. Et on a l'Empire au milieu qui n'est pas du tout. Parce que euh, en tant qu'occidentaux européens, mais les tracteurs, méchants tracteurs, dégage le tracteur. Voilà, les joies de la campagne. On a un empire en fait qui est excessivement morcelé, qui donne l'occasion à plein de parties géopolitiques, magouilles, stratégie et trahison. Exactement. Et c'est d'ailleurs un des facteurs que les Occidentaux arrivés là-bas, hein, et en Pissarro en premier, sur lesquels ont beaucoup joué pour justement déstabiliser l'Empire. Hein, en lui-même. Donc c'est des choses qui existent, c'est des choses historiquement, il y avait des rivalités déjà entre ces peuples. Simplement l'Empire Inca avait la grande richesse et une grande technologie par rapport aux autres qui a permis de se développer. Alors pas simplement comptablement, mais aussi, ne serait-ce que par exemple sur toute la cordillère, la maîtrise de la conservation des aliments. Puisqu'on est quand même à des altitudes entre 3000 et 4000 mètres d'altitude, pour certains peuples, les hivers étaient un peu vigoureux. Un peu rude. Donc l'Inca venait les voir, il leur dit écoute, c'est dur l'hiver, comment fais-tu? Il dit ah, c'est compliqué. Je dis ben écoute, intègre le Tawantinsuyu, intègre mon empire, en échange de quelques heures de travail de ta population, je pourrais te nourrir. Et beaucoup de peuples ont été intégrés par ce facteur-là. Ce qui a permis, bien sûr, c'est de développer une armée, une comptabilité, des croyances, les dieux, voilà, le Coricancha, le temple du soleil, etc. Je me fais le petit sournois, du coup, comment vous avez fait pour que les joueurs n'aient pas l'impression que, avant de pouvoir jouer, ils vont devoir passer un DUG d'anthropologie? Quelle est la porte d'entrée que vous nous avez laissée? Alors, justement, pour éviter, comme c'est une civilisation quand même et un monde culturel qui est très différent du nôtre, hein, la vision de la vie, de la mort, de la nature, des hommes, des femmes, de l'ennemi, des dieux, enfin du temps, ne serait-ce que du temps, puisque tout est cyclique, par exemple, est très très différent du nôtre, ça c'est sûr. Et pour éviter justement d'avoir à passer une thèse en études Inca et en civilisation Inca, l'idée de faire jouer des Amachaks, donc ce corps d'élite hein, du sapin Inca, est une façon en fait, de tenir la main, puisque ce sont beaucoup des scénarios sont des scénarios à mission. Donc en fait, c'est assez, entre guillemets, bordé pour pouvoir jouer le scénario. On donne toutes les informations nécessaires, même si certains scénarios sont de type bac à sable. Hein. Mais comme il y a une mission, on définit pas mal tout le contexte un peu historique, etc., petit à petit, pour qu'autant le maître du jeu que les joueurs puissent petit à petit apprendre et découvrir par eux-mêmes ce nouveau monde. Sans qu'il y ait cette panique, justement, de tout savoir, tout connaître. Mais on aurait, pour faire un peu le parallèle, on aurait le même risque d'un gars qui veut se lancer dans RuneQuest. Voilà, tu vois, il y a un background qui est colossal, mais on le distille par petites doses dans nos petits scénarios, entre autres, par exemple avec le scénario d'initiation et dans les missions initiales, le livret découverte, donc qui est en version gratuite à un seul scénario, et dans sa version payante à 3 scénarios, qui permettent justement de s'imprégner d'un minimum pour pouvoir se faire plaisir et s'amuser. Bah, je t'avoue, enfin, j'avais forcément, hein, c'était une question perche. Ouais, je pensais en fait, oui, au côté troupe d'élite, quoi. Tu te retrouves pas à dire est-ce que je vais jouer un paysan à tel coin, mais machin, il veut jouer un prêtre à tel endroit. T'as pas un groupe bigarré où tout le monde il a à se bouffer un point culturel de son bled. Enfin, on a déjà un groupe parce que bah, vous êtes tous un petit peu pas les agents secrets, mais effectivement la troupe d'élite. C'est un peu ça, c'est ça, c'est un peu ça. On pourrait dire aussi, ça pourrait être une espèce d'agent secret ou une troupe spéciale du sapin. Car en fait, pour arrêter Pizarro et les Espagnols, l'Inca a fait appel à des forces occultes de façon un peu plus poussée, et ils se sont aperçus que certaines personnes étaient plus sensibles que d'autres, et ces personnes plus sensibles, eh bien, ils ont monté 7 cités secrètes qui sont des centres d'entraînement, dont fait partie le Machu Picchu. Et dans ces 7 cités, en fait, en fonction des spécialités qu'ils cherchaient, soit plutôt des gens qui font plutôt de la magie divine, plutôt de la magie animiste, puisque la plupart aussi ont des animaux totems qui leur donnent aussi certains pouvoirs, ou plutôt des guerriers, ou plutôt des scientifiques, ou plutôt des gens du génie civil, par exemple, pour des infrastructures routières.
Donc le sapin Inca a formé avec cette magie cette unité d'élite qui s'appelle les Amachaks, qui a permis d'arrêter les Espagnols. Ok. Du coup, ça fait trop de fois qu'on parle de magie sans les définir. Pour tous les joueurs qui se disent comment être un surhumain qui fait des trucs de ouf, c'est quoi les types de magie abordables pour les joueurs? Puis pendant qu'on y est, oui, toi, tu as commencé avec, il y a cette type de formation. Donc, c'est quoi les types de personnages qui vont être proposés aux joueurs? Alors, on a déterminé des pré-tirés qui définissent aussi un petit historique pour justement aider à s'imprégner. Donc, effectivement, les joueurs ne sont pas tous un cas déjà. Donc, ça permet de jouer des personnages qui sont issus d'autres peuples que des Incas, des Cañaris de Cajamarca, des gens de Quito du nord, pourquoi pas des Chachapoya qui sont dont la moitié de la tribu est en Amazonie justement considérée un peu comme des barbares et l'autre moitié est proche d'une enclave espagnole. Donc ça c'est déjà un premier point. Et pour revenir à ta question en direct, sur les types de magie, elles sont de deux grandes natures. Il y a d'un côté la magie qui est plutôt animiste, où chaque personnage aura un animal totem. Donc, tu peux très bien avoir le lama, par exemple, qui te permettra, dans certaines circonstances, par exemple, de cracher une espèce d'acide de temps en temps en combat, par exemple, qui va aussi te permettre de marcher sur de longues distances sans te fatiguer. Chacun des animaux a des pouvoirs spécifiques. Le puma, le condor. Bien sûr, on a à chaque fois essayé de trouver des animaux qui sont originaires, bien sûr, du site et qui sont en corrélation un peu avec les légendes et les histoires qui concernent les Indiens, hein, ces Incas-là. Et ça, c'est une première type de magie, donc cette magie animiste. Et aussi, en parallèle, tous les personnages, tous les Amachaks sont reliés avec un dieu. Donc avec, par exemple, Inti, qui est le dieu soleil, et entre autres, par exemple, les larmes, l'or pour les Incas, c'était la sueur du dieu soleil, qui était récupérée dans les mines. Et effectivement, cet or-là ce dieu-là va pouvoir donner du courage et de la force par ses pouvoirs magiques et ses pouvoirs divins. Il y a aussi la Pachamama, par exemple, qui est la, la déesse mère nourricière, qui est aussi de la fertilité. Le dieu Ilapa, par exemple, qui est le dieu tonnerre et de la pluie. Voilà, donc et ces dieux-là, à chaque fois, pareil, ont aussi des petits pouvoirs que les personnages joueurs vont développer en fonction de leur expérience aussi, mais qui, dès le début, leur donnent un ou deux petits pouvoirs immédiatement jouables. Elle leur donne une petite particularité qui leur donne une raison d'être là, quoi. C'est pas le kidam de Et, base. exactement. Et pour faire parallèle avec le côté espagnol, les dieux espagnols ne répondent plus, ou le dieu espagnol ne répond plus en Amérique latine. Alors, on ne dit pas pour l'instant, on ne révèle pas si en Espagne, le dieu espagnol et par exemple tous les saints ont de la magie, etc. Probablement. Mais en tous les cas, en Amérique latine, ils ne répondent pas. Donc on peut aussi avoir des Espagnols qui pourraient être soit touchés par le syncrétisme ou soit avoir une révélation avec des dieux incas, tu vois, un inquisiteur ou un moine guerrier ou un conquistador, hein, puisqu'ils sont tous chrétiens, dans 90% ou presque 100% des cas, qui pourraient être touchés ou avoir un dieu qui se révèle à lui, un dieu inca qui se révèle à lui. Mais ce personnage-là a aussi la possibilité d'être repéré par les Incas comme étant sensible à la magie, et il va être testé et peut-être entraîné pour éventuellement intégrer le corps des Amachaks. Mais bien sûr, il aura juré fidélité à l'empereur Inca et il sera considéré certainement comme un traître auprès des Espagnols. Voilà. Ouais, ça Alors va c'est une pas bien se possibilité, passer pour lui côté Inquisition. ça va être compliqué. Mais c'est une porte qu'on n'a pas voulu fermer. Alors, c'est pas quelque chose qu'on pousse, hein, et d'ailleurs, quand on a fait nos différentes tables de démonstration et nos jeux en convention, les premières fois, on le proposait, et c'est très rarement que ce personnage joueur-là, l'espagnol, intégré dans le corps du Sapinca, donc dans les Amachaks, était demandé. Il était presque toujours
mis de côté et pas pris par les joueurs. Donc on l'a gardé comme possibilité, mais voilà, c'est l'exception qui confirme la règle, quoi, parmi les personnages joueurs, quoi. Ok. Sinon, vu qu'on a frôlé la préparation, je t'ai dit, ouais, il y a au moins quelques petits sujets que je vais aborder. La variété des peuples, on a fait. Au niveau mécanique, je trouve qu'il y a deux points qui font bien ressortir l'ambiance, le background. Il y en a un déjà qui est un des fondamentaux de tout jeu de rôle, les caracs. Oui, Voilà, vous avez un petit peu tripé sur les caracs quand même. alors sur les caractéristiques, effectivement, on a essayé. Alors on a Sapin K, on s'était posé la question à un moment donné, mais on a un système de jeu propre. Hein, on n'a pas pris du DD5 ou autre chose. On a notre propre système de jeu complet et spécifique. Il a la particularité d'être joué qu'avec des déduites. Et on en reviendra après. Et effectivement, les personnages joueurs sont, et tous les personnages d'ailleurs, sont définis avec quatre, euh, quatre caractéristiques qui sont particulières. Alors les quatre caractéristiques qu'on a mis en avant, hein, ce sont alors, le nom est spécifique au jeu, hein, mais il traduit de façon tout à fait claire pour tout le monde. Mais les quatre sont le condor, le poisson, le puma et le serpent. Hein, ça, ce sont les quatre caractéristiques qui définissent tous les personnages, y compris les Espagnols, hein, dans Sapin. Et donc, si on traduit, le condor, ça va être plutôt l'intellect, on va dire, le poisson ou le dauphin, parce que c'est le dauphin qui a été retenu au final. Parce que j'ai ouvert une vieille fiche de personnage. Le dauphin, c'est l'agilité. Le puma, la force. Et la vipère, puisque on a essayé de trouver un animal qui correspond aussi avec un animal totem. Donc, au lieu de mettre serpent, on a mis vipère au final. Et la vipère qui représente plutôt l'essence, on va dire, plutôt que l'intellect. Voilà, pour faire un peu la part. Ok, ok. Donc, j'avais trouvé ça assez sympa, le fait de ne pas avoir force, cons, ou autre, quoi, mais de définir effectivement par rapport à la culture que vous abordez. Et tu as déjà parlé des déduites. Mais c'était aussi une façon, on trouvait, effectivement, comme le monde est complètement différent, on s'était dit, il faut que rien que par la fiche de personnage, on commence l'immersion des joueurs. Voilà. Et donc, effectivement, on ne fait pas un test d'agilité, on fait un test de dauphin. Voilà. Et on ne fait pas un test, on va pouvoir utiliser nos dés classiques, mais vous avez sorti des dés spéciaux qui ont une tête quand même justement pour une fois très spéciale. Il n'y a pas de chiffre dessus, il n'y a que des symboliques. Et si vous voulez passer par les numériques, vous avez en fait pas ça marche pas comme d'habitude, ça marche par rapport à la symbolique du chiffre. C'est ça, il y a une numérologie, un cas, d'après les recherches qu'on a faites et qu'on a trouvées. Et effectivement, alors pour aller au bout de l'explication, des déduites de base suffisent simplement pour faire faut atteindre des succès. Donc on va voir, je ne sais pas si on veut tirer, si on fait un jet de subterfuge par exemple, ça va être lié au poisson. Donc si on a 3 en poisson et 2 en subterfuge, on va avoir 5 déduites. Et on va lancer son pool de 5 déduites. Mais les réussites ne sont que sur les 3, les 4 et les 7. En sachant que le 4 est explosif, si, attention, si, entre guillemets, on est encore pur, si le personnage est pur et si le personnage respecte bien sa divinité et le sapin K. Je m'explique, s'il a une armure espagnole, de l'acier ou un bâton tonnerre, ce qui ne plaît pas, bien sûr, au dieu Inca, mais le 4 n'est pas explosif. Hein, on a essayé aussi de traduire la culture et dans la mécanique de jeu. Et effectivement, on propose dans la souscription la possibilité d'avoir des dés qui sont spécifiques, et ces dés-là représentent, ont des signes qui représentent juste ces faces-là, ces 4 faces-là. Les 4 faces dont on utilise. Donc les succès sont plutôt sur des jaunes, et les échecs, les non-succès, sont plutôt sur des faces sombres. Et vous pouvez faire des échecs critiques si vous n'avez aucun succès.
Voilà. Mais j'en suis encore à regarder les petits dessins. Et puis, le 3, c'est pas le 3, c'est le Chakana. Et là, Voilà. Chakana. Mais ouais, non, c'est bien ambiance. Oui, on Et, a fait et le 3, le Chakana, pourquoi? Parce qu'en fait, le monde Inca est divisé en trois. En fait, si tu veux, tu as le monde du ciel et des dieux, qui est représenté par le Condor. Tu as le monde sur lequel on vit, donc la terre dans laquelle elle évolue, la terre de tous les jours, qui est représentée donc hélas par le puma. Et puis tu as l'inframonde, qui est aussi la connaissance, mais aussi la mort, ou le départ de la mort, puisque le but c'est d'être sur Terre, de vivre le mieux possible. Ensuite on meurt, et ensuite le condor viendra t'emmener au ciel. Tu vois, le serpent t'emmène ton âme dans l'inframonde, et le condor t'emmènera au Dieu si tu as été, si tu as vécu ta vie honorablement. Enfin, honorablement. Normalement, parce qu'en fait, pour les Incas, le problème, pour le monde occidental, on rêve tous, nous, d'être le meilleur possible, d'être le plus riche possible. Chez les Incas, c'est complètement différent, puisque la philosophie est très différente. Il n'y a pas de but de s'enrichir ou d'être le meilleur, puisqu'en fait, c'est un monde, c'est très, d'un côté très fataliste, on va dire, très cyclique. C'est comme la vie et la mort, c'est comme les 28 jours de la Lune, c'est comme un cycle du Soleil. C'est en perpétuel, c'est un cycle perpétuel, mais tu reviens toujours à la base, à la même chose. Donc les choses sont entre guillemets très figées. Un paysan restera toujours un paysan, un noble restera un noble, quoi. Ah, j'ai le téléphone à madame qui sonne. ah bah, c'est la vie. Oui, elle est là à côté. Voilà, donc c'est vrai que pour les Indiens, cette vision aussi de la vie, et c'est là où moi, je suis venu un peu en appui à Éric Dubourg avec ce côté-là, pour justement bien essayer de conserver cette vision non européenne, on va dire, et cette philosophie qui est différente. Euh, Effectivement, il y avait un grand amour de la nature, mais pas en tant que sacré ou comme aujourd'hui on a l'impression de la découvrir avec ce qui se passe avec le réchauffement climatique, etc. Pour eux, ça faisait partie des choses. Ça faisait partie de la vie. Et c'était aussi important de respecter un arbre que de respecter son voisin, quoi. Voilà, il n'y avait même pas à en discuter, quoi. C'est des choses qui sont normales. Pareil pour la vie en elle-même. Quand on est à 3 ou 4 000 mètres d'altitude, la vie est relativement dure. Et par exemple, les enfants n'avaient pas de prénom avant, avant 3-4 ans, si tu veux. Tout simplement pour éviter, j'imagine, aux gens de créer un lien avec ces enfants, puisque ils avaient 60 à 70% d'enfants qui n'arrivaient pas à l'âge adulte. Donc, tu vois, effectivement, et du coup, forcément, par exemple, ces choses-là ont un impact que nous, occidentaux, on intègre moins bien. Les batailles très sanglantes, etc., étaient assez exceptionnelles, puisqu'il y avait un respect pour la vie. Donc, il y avait beaucoup d'intimidation, et plutôt, on envoyait, c'était plutôt des escarmouches, si tu veux, on envoyait ses meilleurs guerriers contre les meilleurs guerriers du voisin. Mais ce n'était pas des grosses tueries. Alors, il y en a eu, hein, puisque certains peuples ont tenu tête un peu fort au Sapinka, et là, le Sapinka a été répressif, effectivement. Mais ce sont des exceptions, quoi, d'après les écrits et les histoires qu'on a retrouvées, même chez les Espagnols. En sachant qu'on n'a aussi qu'une vision par le gagnant de la conquête, hein, puisqu'on n'a que la vision des Espagnols, on a très peu de vision, des Incas eux-mêmes, puisqu'il y a très peu d'écrits, et certains métis, on ne sait pas s'ils ont écrit pour bien se faire voir par les Espagnols, par les vainqueurs. Donc voilà, c'est difficile à Vous dites voir. ce que vous avez envie d'entendre, et puis voilà. Voilà, est-ce que c'est la vérité? Voilà, il y aura des choses je pense, qu'on ne saura jamais, quoi. Voilà un peu pour le cadre un peu de Sapin. Je repartais dans les cités d'or dans ma tête. Je me calme avec ces cités d'or. Mais il y a quand même, enfin, vous en parlez dès les premières pages, hein, dans les sources d'inspiration. Oui, ben c'est sûr, parce que ce sont les premières, et puis en plus on y a collé effectivement ce côté fantastique, hein. Donc vous trouverez des morts-vivants spécifiques. En plus, il y a beaucoup de richesses, il y a beaucoup de légendes, où il y a ce mélange entre la nature et le fantastique, que ce soit par les dieux ou par certains éléments.
une cascade, par exemple, pouvait très bien être honorée comme un dieu, et ça s'appelait una huaca. Hein, et même encore aujourd'hui, hein, dans certains petits villages du Pérou, ils disent aux enfants, faut récupérer l'eau à la huaca, tu vois, ou le système d'arrosage, faut le remettre en route, et ils vont faire une petite prière à la cascade qui les alimente en eau, quoi. Encore aujourd'hui, hein, au XXIe siècle, quoi. Donc, et ces choses-là, on a essayé un peu de les transcrire. Et effectivement, on a fait à chaque fois qu'on l'a pu, comme tu le disais tout à l'heure, on a essayé de rattacher soit sur une légende, soit sur des pitchs historiques, le départ de nos scénarios. Hein, donc, par exemple, le scénario d'introduction qui est dans le livre découverte, pour faire le petit pitch en 2 mots, c'est tiré d'un pitch historique. En fait, le sapin Inca a été appelé militairement à intervenir dans une vallée qui était un peu rebelle et qui est à la frontière avec, qui était importante pour lui d'un point de vue militaire et de protection, puisque c'était à la frontière avec l'Amazonie, et ces peuples barbares qui ne voulaient pas intégrer l'Empire. Effectivement, en Amazonie, tu as toujours des aliments en permanence, donc tu n'as pas besoin de conserver tes aliments en hiver, tu as moins ces problèmes-là. Et pour bien surveiller que ces Indiens qui avaient la vie entre guillemets un peu facile comparé à lui ne viennent pas d'éteindre sur son empire, cette vallée était importante. Et les gens qui étaient là, qui commerçaient un petit peu avec les Amazoniens, ne sentaient pas l'obligation d'aller intégrer l'empire. Leur petite vie avec leurs petits quinoa et leurs pommes de terre, plus quelques échanges avec les gens de l'Amazonie, leur suffisait. Mais comme pour lui c'était important, il est venu militairement, il a fait la belle escarmouche, il a dominé le village. Première chose qu'il fait, une fois qu'il a dominé, c'est construire, bien sûr, le nouveau temple du soleil, et il leur rajoute le dieu Inti comme premier dieu au village. Et en partant, il se casse la figure. Alors, t'imagines bien la honte du grand sapin Inca, on se casse la figure. Et il enfonce son sceptre jusqu'à presque d'un bon mètre, quoi, presque jusqu'à la garde. Et il se relève et il dit, j'ai un message de la Pachamama, cette vallée est très fertile, vous allez me planter du maïs là, ici, et puis je veux voir des champs de maïs de partout dans la vallée. Manque de peau, dans les provisions qu'il avait amenées, il avait amené avec ses troupes que de quoi aller jusqu'au village, jusqu'à cette vallée. Donc, désespéré, son grand prêtre et ses officiers ont cherché de partout ce qu'ils trouvaient, et comme maïs, ils ont trouvé que 7 graines de maïs. Il a dit, c'est pas grave. Il a remis au nouveau chef du village, au chef du village qu'il venait de nommer, ces 7 graines de maïs, et il lui a dit, vous planterez, cher Kuraka, maintenant vous êtes le gouverneur de cette vallée, vous planterez ces 7 graines de maïs et vous sèmerez, vous récolterez, vous sèmerez, vous récolterez, vous sèmerez. Et la 7e année, je viendrai en personne et je ferai la moisson avec vous et on partagera. Mais en attendant, les 6 premières récoltes, vous ne touchez à rien, vous replantez à chaque fois. Ça, c'est le pitch historique. Et nous, qu'est-ce qu'on en a fait? On a dit, c'est la 5e année, les récoltes ne se passent pas très bien, on s'inquiète parce que si ça continue comme ça, le sapin Inca, dans 2 ans, il ne va pas ramasser grand-chose. Et pour l'image du sapin Inca, c'est pas terrible. Donc le gouverneur est convoqué de Pire, de cette vallée. Il est questionné. Bien sûr, ce gouverneur est venu avec sa troupe à lui. Le sapin Inca lui dit, écoute, très bien, arrête de pleurer maintenant, on a bien entendu ta version, les dieux sont contre toi, tu ne maîtrises pas l'agriculture, tu n'as pas les gens pour entretenir l'adduction d'eau que je t'ai faite, etc. Pas de problème. Je garde ta troupe, ton escorte ici, je vais les former en attendant, et toi tu repars avec ma troupe. Et dans la troupe, il y a les fameux Amachak, et le sapin Inca en aparté dit aux Amachak, vous allez là-bas, vous me regardez bien, qu'est-ce qui se passe, je veux un état des lieux de qu'est-ce qu'il en est, et surtout, dans 2 ans, je veux que ça soit nickel. Bonne mission, les gars. Et vous m'escortez ce gouverneur et vous me le remettez au pli. Voilà, ça c'est une idée un peu des scénarios qu'on a à chaque fois proposés. Hein, à chaque fois on part d'un pitch historique et puis on tord un petit peu le coup pour pouvoir en faire quelque chose de jouable après avec nos joueurs. Oui, c'est comme dans les épisodes des Cités d'Or, mais à l'inverse, quoi. On part des 5 petites minutes et puis après on a notre épisode. Exactement. Voilà. Et, ou soit sur des pitchs historiques, soit sur des légendes aussi. Hein, où on n'a pas hésité à puiser dedans, quoi. Okay. Et au tout début avant qu'on passe l'interview, je te dis ouais quand même. Enfin voilà, c'est un truc qui sort en français, en jeu français qui est pas courant. Comment vous en êtes venu à trouver votre maison d'édition? Est-ce que le jeu il a une histoire derrière l'histoire, tout ça?
Puis elle commence à me répondre, je lui dis non, non, vas-y, on se garde ça pour tout à l'heure. Alors, Donc, je suis content. l'histoire derrière l'histoire. Alors, pour le petit bout que je connais, moi, puisque celui qui est à l'origine, c'est Éric Dubourg, puisqu'Éric Dubourg, je pense, si je ne me trompe pas, hein, il mettra un commentaire si je dis une bêtise là, mais il me semble qu'il avait proposé ce pitch-là au Scriptarium, je crois, sur le forum du Scriptarium ou la cour d'Oberon, en disant qu'il travaillait là-dessus et qu'il aurait bien aimé faire un jeu là-dessus. Il l'a proposé à plusieurs maisons d'édition. Je ne voudrais pas citer de nom pour ne pas dire de bêtises, surtout, hein, et pour blesser personne. Et le seul qui lui a dit oui, ok, Banco, le pitch me plaît, c'est super, c'est Florent Moragas d'Odonata Édition. Et bon, Eric, qui a une capacité de travail phénoménale, qui a fait des recherches presque encyclopédiques sur Sapin Inca. Il faut voir comment il s'est documenté. Moi qui suis né en Argentine, il en savait bien plus que moi, quoi, hein. Ça c'est sûr. Et donc voilà comment le lien a pris ensuite avec Florent Moragas d'Odonata Édition. Voilà. Okay. Oui, c'est bien. Vous avez trouvé. Enfin, comment dire, c'est pas un projet qui est né dans une maison d'édition qui s'est dit tiens, on va faire un jeu sur un sujet. Il y a un auteur quelque part qui a eu l'idée, et puis ça finit chez un éditeur. C'est le chemin à l'ancienne. Oui, voilà, c'est le chemin old school, on va dire. Voilà, donc effectivement, c'est par ce voie-là que ça s'est fait. Et donc Eric a mis en place. Et ensuite, Florent, bien sûr, lui derrière, a monté l'équipe complète, hein. Il a commencé à en parler avec Laurent Zodiac, qui avait bossé sur Bitume. Et puis, Laurent ne pouvait pas trop, il était bien chargé en boulot à ce moment-là. Et donc, il m'a proposé. Moi, je connaissais aussi un petit peu Eric, donc ils m'en ont parlé. Et puis, oui, j'ai été tout de suite très emballé, quoi. Voilà, il y a 2 ans, et puis on s'est mis à bosser un peu dessus petit à petit. Puis voilà. Et puis, bien sûr, après, l'équipe s'est complétée avec Gabriel Pardon pour la direction artistique et les illustrations, qui sont magnifiques d'ailleurs. Qui n'y est pas tout seul. Et puis Jocelyn Granger pour les maquettes et certaines petites illustrations aussi. Donc, non, c'est une belle équipe qui s'est montée autour du projet, quoi. Et du coup, bon, le premier, enfin, il n'est pas encore sorti, que j'en suis déjà à me dire, ouais, vous avez des vues de mégalo, vous avez prévu des suites, vous avez encore des envies, ou vous avez déjà dit, on sort ça et puis on met pas la charrue avant les bœufs? Alors, c'est un mix des deux. En fait, ce qui se passe, c'est que Eric et moi, on a été pas mal prolifiques, beaucoup Eric, au niveau des écrits. Donc, on a beaucoup de textes. Et on est même obligé un peu de sabrer, si tu veux, un peu dedans. Donc, on a de la matière, si tu veux, à proposer. Donc, c'est une des particularités qu'on a, c'est que du coup, le fait d'avoir cette possibilité de... Ouais, je déplace un peu l'ordi parce qu'il y a le soleil qui arrive. C'est Inti qui me fait signe que l'heure tourne. Donc en fait, on était pas mal prolifique et du coup, par ce biais-là, on a été obligé un peu de sabrer certains textes. Et au lieu de sabrer bêtement, avec Eric, on s'est fait plusieurs brainstorming là, entre nous là, pour savoir qu'est-ce qu'on en faisait et de trier un peu les idées. Et entre autres, c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, voilà, il y a certaines choses, on garde le minimum pour Sapin K, pour ce premier financement. Et effectivement, on a déjà de la matière et beaucoup d'idées, mais déjà pas mal de choses écrites pour d'éventuels suppléments et de développement de la gamme, quoi. Parce que Pour je Sapin suis K. la vipère, hein, je ne pose pas ça sans. J'ai bien retenu tout à l'heure. Puis en plus, tu m'énerves parce que c'était une des questions que j'avais en tête. Est-ce que dans Sapin K, on va avoir la réponse sur la chrétienté en Europe? La notion, mais il y a ça. On le dira pas. Ouais, l'inframonde, du coup, il a un gros développement dans le livre de base ou pas trop? Alors, on a trouvé que c'était intéressant qu'il ait un développement. Gros, c'est difficile à dire parce que il va pas être énorme. Il va être important si tu veux, mais comme on a dû sabrer parce qu'on a trop de textes, entre autres pour l'univers, on a préféré avoir des fondations si tu veux solides avant de trop développer. On a dit il faut que le système fonctionne
et qu'on donne assez avec les peuples, toutes les différentes tribus, les peuples qui ont été intégrés à l'Empire, ça fait déjà beaucoup de choses. La culture, ça fait aussi beaucoup de choses. Les bâtiments, etc., ça fait beaucoup de choses. Les dieux aussi. Donc on a dit, tout ce qui est inframonde, on va en parler. Alors comparé au reste, ça fait pas beaucoup, mais de façon importante quand même. Et on s'est gardé des choses pour éventuellement avoir peut-être carrément un supplément inframonde complet, quoi. Ouais, enfin, c'est un peu ce que j'avais aussi en tête. Coller d'entrée tout un truc comme le monde des morts, c'est quasiment rajouter une dimension parallèle C'est ça, c'est dès ça. le jeu de base. Ouais, ça me semblait un peu. On a voulu donner le minimum parce que ça fait partie, puisque ce sont les trois univers, hein, si tu veux, les trois mondes de tous les Incas et du peuple Inca. Donc on a trouvé que c'était très important d'en parler, c'est sûr, et de donner les bases, si tu veux. Mais on le développera dans un. Il y a déjà beaucoup, enfin, il y a déjà beaucoup, il y a déjà de quoi faire avec les deux livres, le livre de base et le Tawantinsuyu, quoi, et l'Empire. Ouais. Ah, puis, enfin, je reviens dessus, mais je pense que le choc culturel, il va être. Voilà, il y a déjà un bon moment d'apprentissage et de découverte, je pense. Enfin, toi, c'est l'inverse quasiment de la vanilla. Là, on arrive sur quelque chose quand même qui je pense, sera de la découverte pour 95% des joueurs. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais d'un autre côté, comme c'est un jeu à mission, si tu veux, ça se fait par petits coups. Tu Ouais. vois, t'étais pas obligé de lire tout le livre et connaître par cœur tous les peuples, etc. Puisqu'en fait, à chaque fois, à chaque scénario, on va te les rappeler, on va te dire où c'est qu'ils sont, à quelle page, à quel chapitre, etc. Donc, ça se fait petit à petit, quoi. C'est Il un ne peu faut pour pas faire que je fasse parallèle que. peur Oui, aux gens. Puis, de toute façon, enfin, toi, tu parlais tout à l'heure de RuneQuest, mais oui, il y en a des jeux à background monstrueux. Tu prends oui. RuneQuest, tu prends Nephilim. Voilà, par exemple, Ouais. ou même Warhammer, pour faire l'autre exemple. Tu prends Warhammer, le background est incroyable, ça dépend des époques auxquelles tu joues, etc. Ouais, les backgrounds sont énormes. Mais rien n'empêche de faire un one-shot à Warhammer sans trop se prendre la tête avec si on est à Middenheim, est-ce que c'est l'Empire ou pas l'Empire, quoi. Voilà, tu vois, je veux dire, ça sera un peu le même état d'esprit. Et puis là, petit à petit, on insinue les choses pour enrichir. Alors, ceux qui sont passionnés et ceux qui aiment un peu le côté un peu historique, etc., vu les recherches qu'Eric a faites, il y aura matière, hein, parce que on essaye de rester le plus historique possible, hein, malgré ce côté uchronie et ce côté fantastique. Donc là, il y aura matière, il n'y a pas de possible, il y aura de quoi vraiment se satisfaire. Mais effectivement, on s'est gardé des choses, parce que je suis, on a été trop prolifique, et pour, effectivement, par exemple, la campagne, on a aussi une idée de campagne complète, qui fera certainement l'objet peut-être avec l'inframonde sur une prochaine, dans un an ou dans 2 ans. Non, 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 tu vas pas t'en tirer comme ça parce que c'était la question d'après. Toi, on a Ah, vu un. Ouais. Parce que, enfin, en fait, très honnête, hein, honnêtement, là, oui, dans ma tête, je suis juste à les suppléments qui, moi, me feraient baver. Donc, ouais, effectivement, les intégristes catho qui débarquent avec des creux enfin, avec des croix des croix de flamme, machin. Et puis, le trip de l'inframonde, parce que forcément, enfin, tu te dis, oui, ouais, voyage sous terre, initiatique mystique de fou. Et puis, bah, forcément, avec tout ça, tu dis, bon, bah, maintenant, on a un gros cadre qui est bien posé. Il faut une campagne, quoi. c'est clair. Ouais. Alors déjà, on a déjà de quoi jouer, hein, puisqu'on aura au moins 2 scénarios dans le livre de base, et je ne sais plus si c'est 3 ou 4 je sais plus si c'est dans l'écran ou dans le livret de l'univers, hein, Tawantin Suju. Donc plus 3 dans le livret dans Mission Initiale, le livret de découverte. Donc tu vois, il y a déjà de quoi jouer. Hein, donc déjà là, ça donne déjà matière. Mais effectivement, comme on a été très prolifique, on a même été au-delà euh, du cadre. Et effectivement, on a même cogité sur un label qui s'appelle Terre du Chrony, ou dans lequel, sur la même mécanique de jeu, on pourrait très bien développer un sitting complet sur l'Espagne de l'Inquisition. Un espèce d'aquelarre, tu vois, comme aquelarre, mais revu à la sauce Sapinca avec la même mécanique de jeu. Ça, c'est une des possibilités. Eric est un passionné de Byzance, hein, puisqu'il a écrit Byzance 800 pour l'appel de Cthulhu, donc il a une connaissance terrible là-dessus. Il est plein d'idées aussi. Il verrait bien un supplément ou un univers complet sur l'Empire byzantin. Voilà, ce sont les deux premiers sur lesquels, quand on a des idées, parfois on s'est fait des Google à côté dans lesquels on se note nos idées respectives, quoi. Donc, l'ouverture, ça sera peut-être pas forcément que dans le sens des suppléments pour Sapinca, mais peut-être quelque chose en toile croisée
Est-ce que c'est juste le même concept sur un autre lieu ou est-ce que vous voulez créer un monde cohérent qui est tentaculaire? Alors je pense, alors là c'est Nurtor tout seul, hein, c'est que mon point de vue, tu me prends un peu au dépourvu avec Eric, quoi. Mais je pense que ça va être très compliqué si tu veux de faire quelque chose, je dis n'importe quoi, sur l'Égypte des pharaons noirs par exemple, qui pourrait très bien s'intégrer avec cette même logique d'avoir des émissaires secrets. Ou, je sais pas, une réédition entre guillemets maison de Miles Christie, par exemple, sur les Templiers en Terre Sainte, et de garder une unité, ne serait-ce que temporaire, entre, si tu veux, ou l'Atlantide. Tu vois, ça va être des choses qui, à mon avis, permettront, effectivement, pour les passionnés, ou pourquoi pas, un peu comme Indiana Jones, un flashback, ou certains Templiers qui sont restés bloqués dans le temps, le MJ pourra peut-être proposer des choses comme ça. Mais je pense que nous, ce qu'on définit, pour l'instant, l'idée de base, déjà, c'est finir Sapin K, hein, ça c'est l'objectif numéro un. On va déjà se limiter à ça, hein, on va déjà aller au bout de ça, puis la suite, on verra. Ça ne nous empêche pas de noter les idées qui nous viennent, parce que quand tu écris, tu as les idées qui viennent pour le reste, donc tu te les notes bien tout de suite pour ne pas les perdre. Donc ça, c'est une chose. Mais ces développements futurs sont pour l'instant que des germes et des graines, quoi, aujourd'hui. Donc il n'y a pas de... ce sont les prémices de chez prémices, là. Faisons déjà ça par un cas. Dans nos stades d'idées, oui, voilà, je ne projette pas trop, quoi. Voilà. Donc, Sapin K, c'est dans les bacs. Fin du financement mardi. C'est ça, mardi. Ouais. Il y a des offres pour livre de base, livre univers, écran et dés. J'ai C'est rien ça. oublié. Non, non, t'as principalement ça. Après, tu as une carte aussi, tu as des écrans. Et puis, tu as une possibilité aussi, on a tenu à avoir un palier 100% numérique aussi, pour les gens qui n'ont pas trop de place à la maison ou qui veulent que dans un premier temps tester. Et puis, il y a en gros, il y a deux grosses souscriptions possibles, deux contributions. Une qui est le livre de base t'as le livre de base tout seul, si tu veux, le livre de base et l'univers. Et puis, tu as une troisième offre qui est le all-in, où tu as l'offre de base, tous les goodies qu'on a fait. Tu as un sachet avec, puisque tu as aussi dans la mécanique, tu as un peu comme des points de destin, tu as les points INTI qui te permettent soit de refaire relancer un des dés ou relancer tous tes dés, qui sont des points de destin communs au groupe. Donc, tu vois, tu as aussi les jetons qui sont possibles d'être pris en option aussi si tu veux les développer. Je suis en train de courir après pour être sûr de rien avoir oublié. Donc voilà, l'indispensable en PDF. Hop, le Kipou, je vais massacrer la prononciation, hein. Le Super. Kipou Kamayok. Oui. Voilà, voilà. Et on a la Pointy, l'offre la totale en early bird, la Pointy. Apu Inti, oui, en fait, c'est le nom qu'on a donné au maître du jeu. Le Oui, Seigneur Soleil, Apu Inti. Et le Kipu Kamayo, Kipu, ce sont les petites cordelettes qui permettaient de faire un peu la comptabilité et puis certainement de faire des penses-bêtes pour des légendes et certains écrits, on imagine. Et le Kipu Kamayok, c'est le maître du Kipu, ceux qui savaient les lire et les écrire. ok. Et histoire d'encourager les gens, hop, 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 il n'y a plus que 2 paliers. Allez, on y va, on y va, on y va. Ouais, de toute façon, sur la fin de financement, généralement, il y a un petit rebond. Ouais, je pense que c'est bien Oui, parti pour vous, hein. on espère, ouais, ouais, on espère que ça aille ces petits paliers. Et puis, je crois que le dernier palier en plus, ce sont 2 scénarios supplémentaires de Ouais. tête. Donc, Ouais, c'est toujours intéressant, quoi. c'est C'est une des choses qui petite sont un peu carotte qui motivants pour marche les bien, MJ. hein. On va pas se mentir, on s'est mis la grosse carotte à la fin, quoi. Et on essaye, ouais. Mais oui, non, mais je parle de ça très ouvertement parce qu'en plus, enfin, toi, des fois, sur certains projets, on voit les paliers finaux qui sont enfin, voilà, très très haut avant la fin et on se dit, bon, bah, ça, c'est mort. Mais là, on est complètement dans le truc réaliste encore, quoi, hein. 4 Oui, oui, jours, ouais, ouais, bah, je vous dis merde et puis je croise les doigts parce qu'effectivement, ouais, vous avez mis la carotte bien à la fin, là. oui, oui, on a quelques idées de scénar encore, donc on n'a pas idée. Et puis on était très surpris aussi du concours de scénario.
on avait lancé en souscription un concours de scénario et on a eu 22 retours. Et ça donne une bonne idée. Ils sont publiés sur la page de souscription, dans les commentaires. C'est des synopsis et les gens, rien qu'en lisant le kit d'initiation, se sont bien accaparés ouais, là, de la proposition de jeu qu'on voulait en faire, quoi. On a été très surpris. Ah, c'est un gros, gros retour, hein. Enfin, je pense que ça parle pas forcément à tout le monde qui. Parce que toi, faut être un petit peu quand même dans. Mais ouais, Oui. 22, en fait, c'est beaucoup, quoi. Ah oui, oui, Hein. on a été 22, et en plus, sur les 22, je crois qu'il y en a un ou deux il y a une partie du lore qu'on n'a pas trop décrit, donc qui ont raté un petit truc. Mais si on prend que l'émission initiale, ils sont à fond dedans, quoi. Ils sont à fond dedans. On a été très très surpris. Et il y a du très bon, hein, vraiment du très très bon. Ah ouais, non, je suis surpris aussi. C'est un sacré score de retour, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis ça permet aussi aux gens qui ne voient pas trop ce qu'on peut y jouer, etc. Il y a déjà un peu de diversité là. Euh, Parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais il y a aussi un côté un peu occulte des civilisations perdues, d'aller rechercher des artefacts, certains vieux savoirs, etc., qui sont possibles aussi et qu'on propose. Hein, voilà, donc Mais parle-en, c'est vendeur, Eh ben ça. voilà, Faut en parler, quoi. eh ben oui, oui. Ben c'est un des points aussi qui permet aussi de donner encore de la richesse au jeu, en plus de la magie et ce côté fantastique. Il y a effectivement le sapin à cas en faisant appel à ses pouvoirs magiques et à ses formations des Amachaks, eh ben, il a peut-être réveillé certaines choses un peu terribles. Et certaines civilisations perdues sont aussi recherchées autant par les Espagnols que par les Incas pour essayer d'avoir le dessus, bien sûr, sur l'adversaire. Donc oui, certains artefacts, Ouais, on des prend pas du... civilisations, le mec de Yabel Lurette qui viennent avec des gros vaisseaux spatiaux. D'accord. On pourrait aller jusqu'à là, oui. Non, non, Ouais. mais j'ai cherché une vanne rapport à Cthulhu, mais bon, je me calme, quoi. Non, Ouais, non, mais non. effectivement, par exemple, les lignes de Nazca, par exemple, Ouais. qui sont au sud du Pérou, ces géoglyphes sur lesquels on se pose encore aujourd'hui énormément de questions, qui ne sont visibles que du ciel, peut-être pas pour rien. Ouais, mais enfin, ouais, c'est exactement ce que j'avais en tête. Enfin, je pense de toute façon, c'est le truc où on est beaucoup à y penser quand tu es dans ouais, les gros mystères. Après, t'as tout ce qui est ouais, rapport au sacrifice humain, rapport oui, ouais, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être. Parce que tout à l'heure, tu nous parlais de la civilisation très pacifique, mais ouais, l'Amérique latine, ça a aussi un lien à la mort qui Alors, est plus que qui est particulier. particulier. Alors, les Incas, un peu moins que les Aztèques, hein, ça c'est sûr. Hein, ils n'ont pas été aussi, ouais, comment dire, ils n'ont pas fait autant de sacrifices, etc. Mais il y a des points où ils ont trouvé effectivement, entre autres sur des cités à Chan Chan, la côte atlantique, qui sont soumises. Alors maintenant, on le sait, puisque c'est soumis au phénomène d'El Niño. euh, Effectivement, pour essayer de comprendre et de calmer les dieux, de ne pas avoir d'eau, par exemple, on fait jusqu'à des sacrifices de 200 enfants quand même. Hein. Et donc, voilà, c'est pas autant que les Aztèques, mais malgré tout, quoi. On Ah, retrouve ça pas met en concurrence avec Moïse, quoi. voilà, on retrouve pas voilà, des milliers de sacrifices comme il y a chez les Aztèques au Mexique et chez les Mexicains, mais par contre, chez les Incas, il y en, ou certains peuples un peu prédécesseurs des Incas, on en trouve quand même, quoi. Ouais. Donc effectivement, il y a un coin, hein, puisque on n'en a pas trop parlé non plus, mais dans la fiche de personnage, les points d'harmonie sont les points de mana, on va dire, du personnage. Les points d'essence sont les points de vue du personnage, puisqu'ils sont liés avec la nature, hein, donc c'est l'essence même des personnages. Et on a aussi une jauge qui s'appelle l'œil mystique, qui permet aussi de mesurer la corruption du personnage. Hein. Si le personnage fait appel trop à de la magie, ou s'il a pas, il veut à tout prix utiliser un sort, mais qu'il n'a pas assez de points d'harmonie, il pourra en dépenser moins, mais ça va lui coûter des points de mystique. Oui, et certains objets pourront aussi, ou certaines connaissances pourront corrompre la macaque. Donc il y a aussi un côté occulte et un peu mystérieux lié un peu à Cthulhu qui est fort aussi. Après, qui est bien sûr à disposition du maître de jeu d'utiliser ou pas, ou de développer ou d'enrichir ou pas, mais qu'on propose hein, et qu'on utilise d'ailleurs. Ouais, par exemple, enfin,
enfin, tu parlais des jauges, du coup, je suis allé revoir. Effectivement, rien que les intitulés, il y a des points d'harmonie, d'essence. Oui. Le fait que dans les caractéristiques secondaires, ok, on a comme d'hab défense, vigilance, rapidité, mais la quatrième, c'est méditation. C'est Et pas oui. souvent qu'on a méditation dans les caractères Et oui. secondaires. Ouais. Et oui, parce que ce sont, en fait, si tu veux, ce sont effectivement des pouvoirs liés au monde du divin et du côté animiste, où effectivement ces prières-là, ou ces appels à l'aide ou d'utilisation de ces pouvoirs demanderont certaines fois, ou quand, surtout plus ils sont puissants, de prendre un certain temps de communication et de méditation avec son Dieu ou avec son animal totem. Donc oui, oui. Et effectivement, les points d'harmonie, c'est ce que je te disais, ce sont les points de, on va dire de mana, hein, les points disponibles pour utiliser les capacités animistes ou les capacités divines, et les points d'essence, ce sont les points de vie du personnage. Et Voilà. voilà, je crois qu'on a été bon, on a réussi à rien oublier. Parce que les gens ne savent pas, mais on a une deadline avec nos vies privées, puis on s'est dit, ah, faut qu'on boucle voilà, en 1 heure. Il est 55. Moi, j'ai pas la sensation d'avoir oublié quoi que ce soit. Toi, Non, est-ce je qu'il y a pense un pas. truc que tu te dis, tiens, qu'on a fait de l'impasse ou que. Écoute, qu'est-ce qui me vient là? Non, c'est qu'effectivement, on espère aller encore un peu plus loin au niveau du palier. Et puis, je te dis, non, la grande surprise qu'on a eue, c'est les retours, ne serait-ce que par les 22 synopsis de scénario. On a été victime un peu de notre succès. On se posait la question si on ne faisait pas un palier pour éventuellement tous les publier en PDF ou les meilleurs. Voilà. Parce que trois vont être intégrés, deux ou trois vont être intégrés. Au niveau du. Il y a un supplément qui vient avec l'écran, donc ils seront intégrés à ce niveau-là. Voilà. Mais non, non, c'est agréablement surpris. Je veux pas pousser au cul, mais l'idée de les sortir en PDF, ne serait-ce toi avec le format officiel, ça serait vraiment une bonne idée. Et puis en plus, enfin, ça, c'est un jeu, j'ose pas dire de niche, mais c'est un jeu particulier. Et ouais, c'est un truc, oui, pour lui créer une vraie communauté qui est prise. Enfin, ce serait une bonne idée. Et oui, oui, après, bon, c'est sûr que c'est comme tout, hein, ça a un coût aussi pour l'éditeur, donc j'imagine Ouais, qu'il puis faut qu'il fasse ses petits calculs ouais. pour la mise en page, l'illustrer. Là, c'est que des synopsis, il faut aussi les Mm. écrire, les développer. Mais effectivement, moi, en tant qu'auteur, je suis à fond comme toi. Plus possible, on aura de matière et plus c'est enrichissant, quoi, c'est sûr, pour le jeu et pour son développement, hein. Mm. Mais déjà, c'est une satisfaction en soi rien que de lire les synopsis et de voir que les gens ont parfaitement compris la proposition de jeu, quoi. Tu vois, Mm. malgré la crainte qu'on avait même nous, hein, de dire, tiens, pour un monde occidental, etc., c'est vrai que c'est quand même un peu particulier. Non, les gens se sont appropriés le bébé tout de suite, quoi. Ah oui, parce que, enfin, quitte à être oiseau de mauvais augure, vous avez eu rien que le niveau 1, mais la thématique, enfin, on avait croisé, enfin, on s'était croisé à Octogone, puis on avait déjà Oui, parlé de ça pas un cas. Autant moi, j'ai été conquis par le pitch de base, toi, quand on avait discuté à la buvette, autant j'aurais absolument pas su me prononcer, est-ce que ça allait trouver son public ou pas, tellement c'est, enfin, toi, c'est du jamais vu, quoi. eh ben, oui, oui, enfin, c'est un monde, effectivement, c'est le nouveau monde, au sens où le dirait Christophe Colomb, mais pour le jeu de rôle, effectivement, en particulier en France, il n'y en a pas, quoi. J'ai regardé un petit peu aussi, il y a un peu des choses en Espagne, mais ce sont des ajouts sur Aquelarre et aussi, et c'est particulier, quoi. Il n'y a pas un gros développement de cette thématique de jeu, quoi, de cette proposition, du coup. Non, non, on est bien content, ouais, nous aussi, de ce développement déjà. Ah non, c'est une belle réussite, hein. Ouais, je crois que vous pouvez être content, hein, là. Je vous C'est souhaite d'arriver jusqu'au dernier palier, mais Je l'ai perdu. enfin, ouais, quoi qu'il en soit, vous avez déjà fait un beau chemin. Je l'ai Tu m'as perdu, c'est perdu? moi, c'est la fée. Hop, hop. Allô, allô? Nirtor, tu es gelé? Je suis gelé chez toi? Ah, ça va, C'est moi. Oui, on est. Allô, allô? Nirtor? Eh ben, c'est pas grave, de toute façon, on avait bouclé. Donc, pour une fois, c'est moi qui vous dis au revoir. Que ça, là, il est tout figé, c'est marrant. Et puis, bah oui, les gens, hein, tout simplement, si le sujet,
voilà, il vous branche, ben, n'hésitez pas, hein, on est sur du petit projet, d'ailleurs, faut que j'arrête de dire petit projet, on est sur du projet qui est effectivement, qui sort des sentiers battus, et puis voilà, après, bah, libre à vous, si ça vous tente, et puis tout ça. Salut les gens, je vous bien, bonne découverte.